Ah bah oui, mais il y a un petit détail que j'ai oublié de vous préciser, c'est que tous les notonniers de Sion, tous les grands maîtres de Sion, quelle que soit la manière dont ils se prénomment en réalité, ce sont tous pris comme les papes. Un nom, c'est soit Jean, soit Jeanne, numéro 1, numéro 2. Chaque fois, c'est ça. Chaque fois, c'est Jean 1, Jean 2. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Jean première, Jean 2, Jean 3, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Incroyable ça. Ils s'appellent tous Jean. Ils s'appellent tous Jean. Tous les grands maîtres de Sion. Est-ce que Jeanne est un grand maître? Mais clairement, elle avait rapport à Sion. C'est énorme quand même. Ça s'appelle tous Jean, ça c'est vrai que c'est. Donc Claude, ça aurait été son nom de baptême original. Ça aurait été son nom de baptême original, qui est un enfant ambivalent. Et donc elle s'est mariée sous son nom de baptême. Elle revient à Orléans, il y a ça. Alors après, les gens qui la voient. Après, elle revient à Orléans, elle se fait reconnaître de ses frères, de la famille de gens, du roi, de enfin même du roi. Alors il y a une anecdote après, selon laquelle le roi lui aurait tendu un piège en disant quel est le secret, ne sais-tu pas le secret qui est entre nous? Et comme quoi, je leur aurais répondu, justifierait une imposture. C'est complètement faux. C'est juste une question d'interprétation, mais on peut aussi bien traduire dans un sens que dans l'autre. Qu'est-ce qu'elle a répondu en substance? C'est pas tellement ce qu'elle a répondu, c'est la manière dont lui il a posé la question en lui disant mais un petit peu bon, qu'est-ce que tu viens faire là quoi? T'es pas au courant, tu dois cacher, bon, c'est encore une discussion un petit peu du même ordre une polémique un petit peu du même ordre que celle à propos de la fameuse phrase qu'elle aurait dite à d'Alençon au cours d'un repas et qui disait ceci tant seront plus ensemble du sang royal de France, mais comme c'est une traduction qui nous vient du latin, le fameux seron peut, une fois traduit en français, s'interpréter de deux manières. Seron, ça peut être ils seront, S-E-R-O-N-T, ou nous serons, S-E-R-O-N-S. Quand vous traduisez ça du latin, comment vous l'écrivez? Eh oui, et là encore, il y a plein de choses comme ça qui sont ambiguës. Et en réalité, moi je suis convaincu, par un tas d'autres éléments qui viennent conforter cette hypothèse, que c'est bien Seron, N-O-N-S, parce que Jeanne, elle cristallise quasiment le Saint Graal, le sang réel, le sang royal. Voilà. Et c'est ça justement qui pose problème à l'Église. Parce que, alors, si on en arrive justement à cette analyse que Jeanne, elle aurait une descendance du Christ, oui. Pourquoi l'Église cherche absolument parce que Jésus n'a jamais eu de descendance au sein de l'Église. Enfin... Oui, c'est vrai que ça fait un peu... D'abord, il n'était pas marié, et puis en plus, il est mort, ressuscité. On ne fait pas les enfants quand on est ressuscité. Hein? Non, mais oui, c'est ça. C'est clairement ça. Et puis toute l'histoire de Marie-Madeleine. Et voilà. C'est Marie-Madeleine, pardon, on l'a rappelé en début d'émission, qu'elle s'est venue en France. Et toujours, je fais référence à ce fameux livre, La Clé parce qu'il a beaucoup enquêté là-dessus. Et lui explique, et qu'il a été stupéfait, il dit dans le livre, que à l'époque, si on voulait rejoindre la France de la Palestine, de la Palestine romaine, il n'y avait que 2%
points de chute possibles en France. Marseille et Narbonne. Alors, c'est pas c'est, comment ça s'appelle, Sète? Non, c'est Narbonne, voilà. C'est les deux seuls endroits. C'est en plus des colonies, enfin, pas des colonies, mais des endroits où il y avait énormément de judaïsants. Oui. Oui. Ouais. Et apparemment, c'était les deux endroits, et lui, il a été stupéfait de voir que finalement, cette ville-là, alors Aigues-Mortes, voilà, je crois que c'était le port de l'époque, voilà, qui était encore, mais c'est beaucoup plus tard, Aigues-Mortes, c'est à l'époque des croisades. Voilà, c'est à l'époque des croisades, mais disons que c'était la seule, les liaisons, ça a mené à ces deux endroits-là, quoi. C'est quand même stupéfiant, quoi. C'est-à-dire que si on allait donc je crois que c'était Saint-Jean-d'Acre, hein, justement, et en France, c'était soit on arrivait, voilà, à Sète, là, ou à Marseille, mais il n'y avait pas d'autre endroit pour arriver. Alors, vous faites bien de parler des histoires d'Aigues-Mortes et de la région Midi-Pyrénées, enfin, pas Midi-Pyrénées, de la région de Provence, Roussillon, là, parce que une chose qu'il faut savoir également, en fait, si Jeanne est la descendante directe de Jésus, on comprend mieux pourquoi elle n'aurait pas été brûlée. Parce qu'il fallait faire disparaître le personnage. Mais personne n'aurait osé toucher au sang. Voilà. Donc on en brûle une autre à la place. Le personnage était très gênant. Mais quelles sont les preuves que cette généalogie remonte bien au-delà de Clovis et Clotilde, quelles sont les preuves que cette généalogie remonte bien à la Sainte Famille qui a débarqué en... Eh bien, encore une fois, on va retrouver René d'Anjou, le même, toujours, grand maître de Sion. C'est lui qui va faire les fouilles, je ne sais plus en quelle année, mais 1400 quelque chose, au Sainte-Marie de la Mer, pour retrouver le corps des Trois Saints. C'est la toute première archéologie de France à ma connaissance. Et puis à Sainte-Marie de la Mer, il paraît qu'on y célèbre chaque année une Vierge Noire et qu'on parle de l'arrivée de cette femme venue de Sarah. De Sarah, voilà. Sarah l'égyptienne. C'est énorme. Oui, mais des Vierges Noires, c'est un phénomène qui apparaît avec les Templiers et avec Saint-Bernard. Saint-Bernard, c'était, on le présente comme Saint Bernard, c'est-à-dire quelqu'un de très religieux, très catholique, pas du tout. C'était quelqu'un, au contraire, qui avait été élevé comme un druide. Les druides n'existaient plus, mais autour de la vie de Saint Bernard, il y a, exactement comme pour Jeanne d'Arc, ou Claude, on ne sait pas, de Don Rémy, il y a un tas d'éléments qui sont des éléments païens, comme des fontaines, comment s'appellent les fontaines de Don Rémy, mais il y a les mêmes dans le pays de Bernard, le futur Saint Bernard. L'arbre au fait, c'est pareil, c'est pas un truc qui est particulièrement catholique, c'est typiquement un culte qui remonte aux Celtes. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont, oui, qui rêvent du paganisme. Alors, est-ce que le fait que Jeanne d'Arc ait eu une telle vénération pour Jésus, mais pas vraiment pour le dogme, puisque elle se permet même elle s'arroge le droit de dire au comte d'Armagnac, justement, le grand maître templier, qui lui écrit pour lui demander à quel pape il doit obéissance, parce qu'à l'époque il y en a 3. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, à l'époque il y a 3 papes. C'est le grand schisme. Et donc, les gens ne savent plus trop à quel sens vouer, comme on dit. Donc, le comte d'Armagnac, le grand maître des Templiers, demande à Jeanne d'Arc, dans une lettre, à quel pape il doit obéissance. C'est quand même la placer à quel niveau? Ça
veut dire que lui, il savait très bien qui elle était. Ah ouais, là, on peut pas dire qu'il s'agit d'une sainte bergère, Eh oui. il l'a consulté. Et qui est mieux placé pour désigner le bon pape que la descendante de Jésus? C'est vrai que c'est des éléments troublants. C'est que des éléments. Ah, mais tout se boucle, s'imbrique d'une manière sidérante. Et alors, justement, parce que là, parce que le mystère s'épaissit, si j'ose dire, ou se rétrécit comme on veut, mais ça dépend de quel sens on le prend, mais il y avait toujours l'histoire aussi, alors, je rebondis sur le fameux tableau de Poussin, parce que ça, c'est pareil, c'est très mystérieux, parce que ce tableau qui symbolise, pour ceux qui connaissent pas, c'est justement comment ils s'appellent, les bergers d'Arcadie. Les bergers d'Arcadie, hein, donc voilà, les bergers d'Arcadie, puis on y voit une femme qui montre quelque chose, et puis, etc. Oui, il y a eu des quantités de tentatives d'interprétation, mais qui reste avec pas, on dirait moi aussi, c'est une hypothèse. Mais c'est quand même énorme, c'est une bergère qui garde quelque chose, presque un secret. Oui, voilà, les bergers d'Arcadie, c'est quoi un berger? C'est un gardien. Alors un gardien de quoi? Ça peut être un gardien de troupeau. Mais ça peut être là, on voit qu'il n'y a pas de troupeau dans son tableau de Poussin. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de troupeau. C'est donc un gardien de tombeau. Eh ben, oui. Peut-être. En tout cas, c'est le sens qu'essaient d'interpréter les chercheurs de trésors, notamment de Rennes-le-Château ou ailleurs. Mais en fait, ça ne se limite pas à Rennes-le-Château, parce que les bergers d'Arcadie, c'est une reproduction de tableau. Il y a effectivement le tombeau des Coutils et des Montils, des Montils, je crois, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été rasé, qui aurait pu représenter ça, mais en vérité, il y a plein d'autres endroits où il y a cette représentation, notamment sur un lieu qui est a priori pas destiné à abriter le tombeau d'un peintre, une église en Italie, qui est où il y a une pierre tombale, celle de Poussin, l'auteur du tableau, et sur lequel dalle est représenté ce même tableau. Oui, il avait une importance. Comme quoi, il y avait une importance. C'est, je crois, Chateaubriand qui a imposé ce monument dans une église à Rome. Il y a également une reproduction identique en Angleterre. En Angleterre. Oui, sur le domaine de Salisbury, ou je prononce peut-être mal, qui appartenait à une époque à un grand marin qui est mort en mer, ou qui a disparu en mer, en tout cas en laissant un énorme trésor à son frère, qui a fait élever dans la propriété des tas de choses étonnantes, dont un tombeau comme ça, et avec dessous l'écriture une espèce d'énigme qu'on appelle l'écriture DM. Il y a des tas de gens qui ont cherché des significations, jusque dans les quatrains de Nostradamus. Alors, bon, il y a des tas de gens qui ont fait des bouquins là-dessus, en pensant avoir trouvé des explications, ceci, cela. Bon, on va être gentil, on dira rien. Mais quand même, c'est bizarre, quoi. Il y a un rapport, quoi. Enfin, mais, en tout cas, c'est clair que c'est une énigme, et c'est une énigme qui fait beaucoup réfléchir les gens sur qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de est-il Arcadien égaux. Voilà, Arcadien égaux. Ça fait c'est d'autant plus étonnant que il n'y a pas ça qui a cette inscription. Il y a également un petit monument sur le Champ de Mars à Paris. Ah ouais.
qui a été élevé par François Mitterrand, et sur lequel figure est une Arcadia Ego. C'est pas énorme, parce que François Mitterrand, on sait Ah bah oui, il était un peu fan on sait qu'il était franc-maçon, qu'il était grand vénérable, qu'il était un peu dans des milieux comme ça, d'élite mystique. C'est d'autant plus étonnant qu'il ait fait effectivement construire ce petit ridicule. C'est pas un truc énorme, mais qu'elle vient faire cette phrase-là dessus, on se le demande. Et c'est le même Mitterrand qui a fait la Grande Bibliothèque de France, qui a fait la Grande Arche et la pyramide. À un endroit précis où passe la rosine. Et d'ailleurs, il paraît que cette pyramide est dans l'axe de la Grande Arche de la Défense, oui. Et que lui-même, ayant supervisé les travaux, il a insisté, les architectes le disent, qu'il supervisait lui-même pour qu'elle soit, je crois qu'elle est inclinée de quelques degrés pour respecter l'axe. Enfin, il y a un truc incroyable. Alors, vous vous demandiez tout à l'heure pourquoi sur la couverture figure la pyramide et Stonehenge. Eh bien, si vous prenez sur Google Earth, vous alignez Stonehenge et la pyramide, et vous continuez, vous arrivez à Khéops. À la pyramide Oui, monsieur. La grande pyramide. Eh oui. C'est ce qui est le plus extraordinaire, je vous jure que si on avait... Alors là, on demande de toute façon les tableaux de vérification, j'en doute pas, mais c'est énorme, ça, vraiment. Alors, c'est un max, donc, c'est pas le seul aliment, il y en a d'autres. Je retrouve la page, là, mais j'ai pas là tous les aliments en tête, mais c'est assez fou, ça passe par Sion en Italie, par Sion en Suisse, par des choses en Italie, etc. Surtout le parcours, il y a par des le choses. Mont Cassin, par ça démarre à la Mecque, ça passe par Khéops, la grotte de Saint-Jean à Saint-Jean-l'Évangéliste, il y a plein de... plein d'endroits assez mystiques, en fait, sur un même aliment. Oui. Il y a d'autres aliments qui présentent aussi le même genre de choses. Je ne la retrouve pas là, mais bon, c'est... Les Mitterrand ne pouvait pas ignorer ça. Ah ben bien sûr que non, il ne pouvait pas l'ignorer. C'est d'ailleurs volontairement qu'il a fait, et c'est très curieux, c'est que il n'y a pas que Mitterrand qui était au courant de cette histoire-là. À l'époque où Mitterrand a fait ça, il était obligé de demander son avis aussi à Chirac. Oui, c'était l'air de pareil. Hein. Oui. Et Chirac n'a absolument aucun inconvénient. Il a fait demander par langue. L'autre chose qu'a fait Lang, c'est que la première fête de la musique, qui s'appelait d'ailleurs Fête F-A-I-T-E-S, non pas Fête voilà, il avait fait composer par je ne sais plus le nom du compositeur, mais c'est un grand compositeur de musique contemporaine. Il a fait composer un morceau symphonique qui s'appelait Ode au soleil. Et ce morceau devait être joué partout en France. On avait envoyé les partitions à tous les grands orchestres de villes importantes, et on avait
fait décaler, ça devait se faire sur FR3, on avait fait décaler les fréquences de quelques dixièmes de seconde pour que l'ensemble, tout le monde joue en même temps avec la baguette du chef d'orchestre. Et c'est un truc complètement fou, qui devait se faire le 21 juin, jour de la fête de la musique. Or, c'est bien le 21 juin qu'on a aussi la triple donation. La triple donation. 21 juin, solstice, le roi du ciel. Qui c'est le roi du ciel? Oui, mais c'est aussi le soleil. C'est aussi le soleil, ouais. Hein, le même Mitterrand fait également changer d'emplacement le ministère des Finances. C'est lui qui l'a fait emmener pour quitter le Louvre, justement pour faire de la place pour la pyramide, pour faire le Grand Louvre. Et puis l'emmener à Bercy. Et il a fait construire donc le ministère des Finances de Bercy. L'architecte qui a construit, il y a lui, l'architecte qui a construit de Bercy, dont m'échappe aussi, mais vous le trouverez dans le bouquin, a proposé en l'an 2000, je crois, pour l'an 2000, d'organiser un gigantesque pique-nique tout le long du méridien de Paris, du haut en bas de la France, et qu'il souhaitait appeler la ligne verte. Or, bizarrement, le vert et le rose, c'est les couleurs complémentaires, et autrefois, on appelait ce même méridien la rosine. Il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. C'est vrai que c'est quand même extraordinaire toutes ces coïncidences à chaque fois. Voilà, c'est comme un puzzle qui est en train de. C'est exactement ça, c'est un puzzle. Oui. On rajoute les pièces une par une et à chaque fois on se dit non mais ça rentre. Et Oui. C'est énorme, quoi, cette histoire est incroyable. Donc ça veut dire Jeanne d'Arc, donc descendante, on peut dire presque du Christ. Voilà. Un alignement évidemment assez étrange, oui, de ces monuments, elle, des dates, la triple donation, parce qu'on a cette histoire de donation, parce que l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est quand même assez fou. J'ai un service de monnaie, bah tu lui donnes juste ton royaume, quoi. C'est-à-dire ce qu'il a de plus cher, quelque part. Enfin, le roi, il peut tout lui donner, sauf ça, quelque part. Oui. Enfin, à la limite. Justement. Il pourrait la couvrir d'or, lui donner, je sais pas, des domaines, tout ce qu'elle veut, mais certainement pas son royaume. Enfin, c'est la seule chose. Et pourtant, il peut pas lui refuser. Ça veut dire qu'elle était beaucoup plus qu'une princesse. Et puis, en plus, ces documents qui sont, alors, c'est aussi, on l'avait expliqué en off, mais on peut l'expliquer aux gens, donc ils sont détenus, donc, au Vatican, mais dans une pièce très spéciale, on n'y a pas accès. Ah oui. Ah oui, mais ça, bon, en fait, il faut, on devrait même pas le savoir, à la limite. Cette histoire de triple donation, elle est rapportée sur un document qui s'appelle le Breviarium Historiale, qui est un titre latin. C'est un document qui est censé retracer l'histoire du monde, qui a été fait par un chapelain de Chartres, je sais plus, je pas son nom là, vous le trouvez dans le livre aussi. Et il existe, on en connaît en tout cas 7 exemplaires. Il y en a 4 exemplaires à la Bibliothèque nationale, 1 à Genève et 2 au Vatican. Mais sur seulement un seul de ceux qui sont au Vatican est rapporté cette histoire de triple donation. Logiquement, on ne devrait pas connaître l'histoire. Sauf que il y a 2 choses qui permettent de se faire une idée. C'est d'une part, il y a un prêtre, le père Hérol, qui a parlé, qui lui a vu, et qui en a parlé, donc on sait que ça existe. Il était témoin oculaire, comme on dit. Et voilà. Et puis il y a une autre chose, c'est que les caves du Vatican n'ont pas été toujours absolument blindées, fermées, inaccessibles pour tout le monde.
elles le sont en général. Mais il y a quand même un mec qui a réussi à faire sortir toutes les archives de là. Et ce gars-là s'appelle Napoléon. Ah, ben oui. Et oui. Quand il a envahi les États pontificaux. Exactement, et il a fait venir 3000, je sais plus combien, de caisses à Paris. Toutes les archives du Vatican sont venues à Paris. Personne ne sait ça. Pratiquement personne n'en parle. Oui, personne n'en parle. Mais oui, il a fait venir les archives de tous les procès, voilà. apparemment. Et il paraît-il qu'il recherchait le procès de Jeanne d'Arc. Mais bien sûr. J'ai entendu ça, qui disait je veux les archives du prochain Jeanne d'Arc. Mais bien sûr, et bien sûr. Et pourquoi cherchait-il ce procès particulièrement? Je vais vous le dire. On va peut-être arrêter là-dessus après. Ouais. C'est que Napoléon, c'était pas n'importe qui, le petit caporal qui est devenu empereur. C'était déjà quelqu'un dont les ancêtres étaient des chevaliers. En Italie. Ok. Après, il y a une partie de la famille qui est immigrée en Corse. Et on sait qui est devenu, mais certains de ses ancêtres étaient des gens importants en Italie, l'équivalent de maire, de secrétaire de tel ou tel prince. Et notamment, à l'époque de Jeanne d'Arc, il y en avait un de ses ancêtres qui avait été marié avec la sœur d'un gars qui allait devenir pape. Et lui-même étant à ce moment-là secrétaire de Amédée VIII de Savoie, dont je parlais tout à l'heure, à qui appartient Montrepied, et lequel entre-temps s'était fait couronner antipape. Et l'antipape Félix V, je crois. Et bon, il y a eu des négociations. Amédée VIII est reparti, il a abandonné sa tiare, il est reparti sur les bords du lac de Genève. Et bon, l'affaire s'est passée. Ça faisait un antipape de moins. Le gars qui devait devenir pape est devenu pape. C'était un Borgia, enfin, de la famille, en tout cas de la famille Borgia, il portait pas ce nom-là, mais c'était de la famille. Et comme par hasard, c'est celui-là qui a ouvert en 1456 le procès en réhabilitation de Jeanne. Mais c'est aussi celui-là, pour incidence encore, qui, dans la bibliothèque du Vatican préexistante, comme il existait des bibliothèques dans tous les monastères et les abbayes, depuis très longtemps, c'est celui-là, c'est ce pape-là qui va créer le secteur ultra confidentiel qu'on appelle maintenant la Riserva et qui existe jusqu'à nos jours. Et qui est alors, comme vous l'expliquiez, parce que vous ne savez pas, celui qui est en charge de garder le secteur, il entre et puis il n'en sort plus, il est un gardien du temple, si j'ose dire. Le préposé à cette bibliothèque rentre et il n'en sort plus que les pieds devant. Ça, voilà. Une formation assez incroyable. C'est-à-dire que c'est bien gardé. C'est le secret des secrets. Il n'y a pas plus secret au monde. C'est une histoire complètement incroyable. Parce qu'il paraît en plus sur les archives de Napoléon, ce que j'avais su, c'est qu'à la chute de Napoléon, le Vatican a redemandé des archives, mais il paraît qu'on leur a pas tout redonné. Alors, on a gardé une partie. Dire qu'on en a gardé une partie, je ne sais pas si on l'a fait exprès. Il y a des caisses qui se sont égarées. Ça, c'est sûr. Voilà. Il paraît qu'on n'a pas tout remis. Il en manquait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais bon. Le chemin est long, dit Rome. Le chemin est long, dit Rome. On a gardé des archives du Vatican quelque part. Donc, quelqu'un, en tout cas, qui a certainement des informations. Ah bah, c'est... Oui. En tout cas, c'est une belle histoire et moi je suis content. Juste pour finir, ce livre, on peut le trouver où pour que... Bah écoutez, on peut le trouver normalement dans toutes les librairies, mais dans toutes les librairies, on peut le commander. On peut le commander dans toutes les librairies. En fait, dispo, il est dans pratiquement toutes les librairies d'Orléans. On le trouve également à Rennes-le-Château.
mais dans les autres librairies, il faut le commander. Par contre, sur le net, vous avez soit chez chapitre.com, soit chez Amazon. Amazon, ouais, bien sûr, Amazon, il n'y a pas de problème. Ou directement chez l'éditeur, via Medit.fr. Xamedit.fr. Non, .net. Xamedit.net. Bah voilà, pour ceux qui voudraient aller encore puiser, parce que l'histoire est passionnante. Ah mais oui, il nous faudrait 3 émissions, je crois, pour épuiser c'est bourré de détails, on peut pas, c'est pas possible. Et c'est pratiquement que des détails qui se confortent les uns les autres. C'est ça qui est stupéfiant. Ouais, mis bout à bout, on voit qu'il y a une espèce de, tout d'un coup, de grand puzzle qui s'ouvre devant nous et qui est incroyable sur l'histoire de Jeanne d'Arc qui recèle des mystères. Alors, Monsieur Pédon, si vous écoutez cette émission, cessez de nous faire croire que vous voulez interdire Jeanne d'Arc et Saint-Louis et Clovis. C'est quand même l'histoire de Jeanne d'Arc, en fait, tel que je l'ai tiré à fil. C'était le premier fil, Jeanne d'Arc. Mais quand on tire ce fil, on s'aperçoit qu'il y a un petit nœud là, c'est un deuxième fil qui part. Et on continue de tirer, on en voit un troisième, et puis un quatrième, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une véritable toile d'araignée qui couvre des quantités de mystères de l'histoire, notamment l'assassinat d'Henri IV, pourquoi pas celui de Kennedy, parce qu'il y avait un Kennedy avec Jeanne d'Arc en Orléans. Ah bon? Oui, monsieur. Oui, mais c'est hallucinant. Je vous jure, c'est vrai. Ça va être... voilà. Je vous dis, plusieurs émissions, là, parce que je crois on a tiré le gros lot avec Jeanne d'Arc. C'est quand même, c'est incroyable. Je reviens pas moi-même. C'est incroyable. En tout cas, vous voyez, ça vaut le coup de s'intéresser à revenir sur le passé, parce que Jeanne d'Arc, pour certains, c'est juste un petit mythe, assez limite, presque incroyable, hein, la jeune fille qui a tel que raconté la légende, effectivement, c'est un truc incroyable. D'ailleurs, on ne veut pas offenser les catholiques, parce qu'il y a beaucoup de catholiques, j'ai vu, qui s'offensent, donc, contre les thèses comme la vôtre, parce qu'ils disent que vous ôtez le miracle. Mais non, l'Église a fait de Jeanne d'Arc une sainte. Moi, j'en fais la descendante du Christ. Merde, comment? Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? C'est vrai. Donc, amis catholiques, ne vous froissez pas, parce qu'il y en a plein qui sont froissés, qui me disent oui, mais tous ces gens qui veulent détruire le mythe de Jeanne d'Arc, ce sont des anti-catholiques. Non, pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, effectivement, c'est la descendante du Christ, je veux dire, quel plus bel honneur, pour cette femme. Sauf que le Christ n'enseignait certainement pas exactement les mêmes choses que l'Église romaine. Mais l'Église romaine. C'est un détail. Eh ben, en tout cas, merci Jacques d'être venu dans cette émission. Non, encore toutes nos excuses pour ce direct, mais que les gens pourront quand même voir l'émission, c'est ce qui est le plus important. Oui, et on est très content en tout cas de vous accueillir. J'espère qu'on pourra revenir encore nous parler de Jeanne d'Arc. Et peut-être, nous en tout cas, on sera à Orléans. Si on arrive à vous capter là-bas, ce sera avec plaisir dans notre tour de France d'aller sur les lieux même les lieux du crime, si j'ose dire, voilà. Parce qu'on parlait d'enquête policière. Oui, c'est ça, oui. Donc ce sera avec grand plaisir. Donc merci à tous, voilà, donc émission spéciale pour ceux qui vont regarder cette émission en différé. Merci à Mikey, à Stéphane, à la régie, parce que c'était très compliqué aujourd'hui. Et donc voilà, on se retrouvera comme d'habitude, parce que là on ne sait pas quand est-ce vont être diffusées ces images. En tout cas, on se retrouvera d'ici là. Donc, merci à vous, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ah, merci.